Imaginons la scène. Un laboratoire, quelque part dans les années 70. Mhm. Au centre de la pièce, on a un gorille de plus de 100 kilos. Une femelle qui s'appelle Coco. Oui, la fameuse Coco. Voilà. Et elle vient d'apprendre que son chaton, un chaton qu'elle chérissait vraiment, a été percuté par une voiture. Et là, sans émettre le moindre son, avec ses énormes mains, elle forme les signes tristes et pleurés. C'est une image frappante. C'est le genre d'image qui donne le vertige, quoi. Un animal qui exprime un deuil abstrait par le biais d'un langage humain. Ça remet en question absolument tout ce que l'on pensait savoir sur la place de notre espèce sur cette planète. Ouais, tout à fait. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette image percute de plein fouet disons, une obsession intellectuelle majeure. Le philosophe Gilbert Ottois a d'ailleurs qualifié le XXe siècle de période de... L'inflation du langage, c'est ça. Exactement, l'inflation du langage. En fait, les penseurs, surtout dans le courant de la philosophie analytique, ont réalisé que le langage n'était pas juste un simple tuyau. Un tuyau. Un tuyau par lequel transiteraient nos idées, tu vois. Non, le langage construit la réalité. Et du coup, la grande question, c'était de savoir si nous étions les seuls à posséder cette architecture mentale. C'est vraiment devenu le défi central de la science et de la philosophie. Eh bien, c'est précisément la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On va tenter de décortiquer ce qui rend le langage humain si unique, si infiniment puissant. Et le programme est chargé. Ouais, très chargé. Pour ceux qui nous écoutent, les notes qui servent de base à notre analyse approfondie aujourd'hui croisent des mondes qui, d'habitude, s'ignorent complètement. On va naviguer entre la zoologie, la biologie évolutive, la philosophie et même la théologie. La vision catholique, oui, qui tente d'intégrer ces découvertes scientifiques assez sidérantes sur nos origines. C'est ça. Mais si on relie tout ça à la vue d'ensemble, c'est que nous baignons aujourd'hui dans une ère qui est saturée de signes. Des notifications incessantes sur nos écrans, au discours politique, la communication, c'est l'air qu'on respire. C'est clair. Mais pour comprendre comment cette toile invisible s'est tissée, il faut retourner à la racine. Et la première étape, c'est de regarder comment l'humanité a construit un mur, historiquement parlant, entre elle et le reste du vivant. Ce fameux mur qui nous a bien rassurés pendant des siècles, quand on parcourt les sources, on retombe inévitablement sur René Descartes. À l'aube de la modernité. Voilà, le XVIIe siècle. Il cherchait une vérité absolue, le roc sur lequel bâtir la science, et du coup il a fini par diviser la réalité en deux blocs bien nets. Le dualisme cartésien. Ouais, d'un côté on a la res cogitans, la chose pensante, l'âme humaine, l'esprit, là où réside le langage, quoi. Et de l'autre, De l'autre la res extensa, la matière purement mécanique, et pour Descartes, les animaux tombaient sans appel dans cette deuxième boîte. C'était des horloges biologiques en fait. des automates. Des automates complexes, ouais, mais totalement dépourvus de pensée, et donc incapables de langage. Et cette vision de l'animal-machine a dominé la pensée occidentale pendant très longtemps. Mais heureusement, elle s'est effondrée sous le poids des observations modernes. Il y a même une discipline entière qui est née pour dynamiter ce mur. La zoosémiotique. Exact. Un terme introduit par Thomas Sebeok pour étudier spécifiquement les systèmes de communication animale. Et les découvertes ont prouvé que la nature foisonne de messages. L'exemple le plus spectaculaire d'ailleurs, qui a valu un prix Nobel en 73 à Karl von Frisch, se trouve chez un insecte avec un cerveau minuscule. L'abeille, les fameuses danses des abeilles. J'ai lu ce passage dans nos documents, et c'est de l'ingénierie pure. Complètement. C'est un ballet mathématique en fait. Von Frisch a découvert que lorsqu'une abeille éclaireuse trouve un butin, elle rentre dans la ruche. Et la ruche, il faut le rappeler, est plongée dans l'obscurité totale. D'accord. Si la fleur est proche, elle fait une simple danse en rond en libérant l'odeur du nectar. Mais si la fleur est loin, la chorégraphie change du tout au tout. Elle entame une danse en 8, C'est fou. et le niveau de détail communiqué dans ce 8 est stupéfiant. L'angle de la danse, par rapport à la verticale de la ruche, indique très exactement l'angle à suivre par rapport à la position actuelle du soleil. Sérieusement. Oui. Et la vitesse à laquelle elle frétille de l'abdomen indique la distance kilométrique, tandis que l'odeur accrochée à ses poils indique l'espèce florale. Ok, décortiquons ça un instant, parce que c'est ouf. La danse de l'abeille, c'est littéralement un système de coordonnées GPS intégré au corps, avec un calcul solaire en temps réel. C'est époustouflant, oui. C'est fascinant. Mais en continuant à lire les notes, on tombe sur l'objection du linguiste Émile Benveniste, qui date de 52, je crois. Et là, il met un gros coup de frein à notre enthousiasme. Ah oui, il pose une question assez brutale. Ouais, il demande « Est-ce que c'est vraiment un langage ?»
Et pour lui, la réponse est non. Il explique que dans la ruche, il n'y a pas de dialogue. Aucune interaction verbale, oui. C'est ça. L'abeille qui danse ne reçoit pas de contradiction, les autres ne lui répondent pas un truc du genre « Et t'es sûr que c'est à 500 mètres ?» C'est de l'information à sens unique. Et surtout, c'est un code qui est fermé. Une abeille ne peut pas, combiner des mouvements pour inventer un message du style Attention, il y a un prédateur près de la fleur bleue ». C'est un code fixe, inaltérable. Benveniste a vraiment mis le doigt sur la limite de l'instinct pur. Et ça soulève une question super importante. Si les insectes sont piégés dans un code figé, que trouve-t-on chez les créatures qui partagent notre arbre généalogique plus récent? Les primates. Voilà. C'est ce qui a poussé les chercheurs à se tourner vers les primates supérieurs. Et c'est là qu'on retrouve Coco, le gorille dont tu parlais dans l'introduction. Et Washoe aussi, ce chimpanzé dont parlent nos sources, un chimpanzé qui a non seulement appris le langage des signes américains, mais qui a même tenté de l'enseigner à d'autres chimpanzés. Quand on lit que Coco signe pleurer pour son chat mort, on a l'impression que le mur de Descartes n'est pas juste fissuré, il est pulvérisé, quoi. Ah, l'impact émotionnel de ces expériences est indéniable, hein, c'est certain. L'idée qu'un gorille puisse conceptualiser la mort, un événement qui n'est pas visible devant ses yeux à l'instant T, et utiliser un signe appris pour exprimer un état interne, c'est une percée majeure. Mais il y a un mais. Il y a un gros mais. La communauté scientifique a traversé une énorme crise de scepticisme concernant ces résultats. Le chercheur Herbert Terrasse a vraiment mené la charge avec une critique féroce, ce qu'on appelle l'effet du malin Hans. Ouais, j'ai vu passer ce terme. Le malin Hans, à l'origine, c'était ce fameux cheval en Allemagne qui semblait savoir faire des mathématiques en tapant du sabot. Exactement. Jusqu'à ce qu'on comprenne le truc. Voilà, ils ont compris qu'il s'arrêtait de taper simplement quand il voyait la posture de son maître se détendre. Il ne calculait pas du tout, il observait. C'est ça. Donc, si j'applique ça à nos singes, c'est un peu comme un joueur de poker professionnel face à un débutant. Coco et Washoe ne font pas un discours philosophique. Ils lisent simplement les tells, tu vois, les tics nerveux ou les attentes dans le regard du scientifique qui tient le carnet de notes. Ils lisent la salle en quelque sorte. Ouais, ils font le geste qui déclenche la récompense ou l'affection sans vraiment comprendre la grammaire. Le parallèle avec le poker illustre parfaitement la mécanique du malin Hans. Et c'est une vraie faille méthodologique, il faut l'avouer. Terrasse a lui-même repris les vidéos de ses propres expériences avec des chimpanzés et il a remarqué que très souvent, l'animal imitait simplement un micro-mouvement que le dresseur venait de faire sans même s'en rendre compte. Ah, ça casse un peu le mythe. Oui, mais attention, réduire toutes ces décennies de recherche à un simple tour de cirque conditionné, ce serait une erreur. C'est vrai que la théorie de la simple récompense semble un peu fragile face à la complexité de certaines situations. Enfin, s'il s'agit juste de gagner une banane, pourquoi signer la tristesse face à une absence? C'est tout le cœur du contre-argument. Les observations à long terme montrent des comportements qui échappent au simple stimulus-réponse. Par exemple, des primatologues ont documenté des cas de dissimulation intentionnelle. De la dissimulation? Oui, un singe qui cache de la nourriture et qui détourne l'attention des autres, c'est une forme primitive de mensonge. Et mentir, ça exige d'avoir une théorie de l'esprit, de comprendre que l'autre a des croyances qu'on peut manipuler. Ah oui, c'est un niveau cognitif supérieur. On observe aussi chez eux la capacité d'assembler deux signes pour désigner un objet nouveau, une sorte de protosyntaxe très basique. Donc, la critique de Terrasse impose de la rigueur, bien sûr, mais elle n'efface pas les capacités cognitives réelles de ces animaux. Ce qui nous amène à une conclusion inévitable. La frontière entre eux et nous n'est pas un précipice insondable. C'est plutôt un dégradé, une longue rampe d'accès biologique. La nature ne fait pas de saut. Voilà, nous ne sommes pas tombés du ciel avec un dictionnaire sous le bras. C'est le philosophe Alasdair MacIntyre qui insiste énormément sur ce point dans nos sources. Et il s'appuie sur une tradition bien plus ancienne qui remonte à Thomas d'Aquin et qui a été mise en lumière par les travaux de Judith Barad. D'accord. Cette tradition parle de continuité ontologique. En gros, notre humanité, notre rationalité ne flotte pas au-dessus de la biologie. Elle est profondément enracinée dans un corps de mammifère. Et j'ai été très frappé par l'analyse de Thomas d'Aquin là-dessus, l'idée que les niveaux supérieurs de la création intègrent et conservent les niveaux inférieurs. Nos émotions, notre mémoire, nos cinq sens, notre imagination, tout ce socle qui permet à la pensée d'exister, on le partage avec l'animal.
Exactement. Et pour illustrer cette continuité, McIntyre évoque souvent les dauphins. Ce n'est pas juste qu'ils font des petits cliquetis mignons sous l'eau. Les études montrent qu'ils ont des comportements intentionnels, des croyances sur leur environnement, Et des structures sociales complexes, non? très complexes, et un système de communication qui possède des dimensions sémantiques. Leur processus d'apprentissage partage d'ailleurs des similitudes assez troublantes avec les étapes de développement prélinguistique des enfants humains. C'est dingue. Et cette proximité, elle nous oblige à regarder l'outil physique qui rend tout cela possible, notre cerveau. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on regarde l'évolution du cerveau, on comprend que la nature est une bricoleuse de génie. Elle fait avec ce qu'elle a sous la main. Les recherches du neurophysiologiste John C. Eccles, encore un prix Nobel lui aussi, racontent une histoire fascinante de réaménagement crânien. Oui, l'architecture du cerveau. On parle souvent de l'ère de Broca, la zone de la production du langage. Eh bien, figurez-vous qu'elle existe déjà sous une forme embryonnaire dans le cerveau des singes. C'est du vieux matériel. Par contre, l'ère de Wernicke, celle qui gère la compréhension profonde, le sens, elle est nouvelle. Tout à fait. Elle apparaît avec les premiers représentants du genre Homo il y a environ 2,5 millions d'années. Et l'apparition de cette ère de Wernicke, ça a posé un problème architectural majeur à l'évolution. Parce que la boîte crânienne a une taille limitée, surtout pour que le nourrisson puisse passer le bassin maternel lors de l'accouchement. C'est de la physique de base. Voilà. Donc, pour installer ces immenses réseaux de neurones dédiés au langage, il a fallu faire de la place. Les aires visuelles, qui sont très développées chez les primates, ont été littéralement repoussées vers l'arrière de notre crâne. C'est comme quelqu'un qui décide de réaménager entièrement sa petite maison pour y construire une immense bibliothèque, quitte à pousser le salon avec la télé dans un tout petit recoin au fond du couloir. C'est une excellente image. Le langage a exigé tellement de ressources qu'il a expulsé d'autres fonctions, en fait. J'ai même lu que chez certains patients victimes de graves lésions cérébrales, une aphasie globale, il reste parfois une sensibilité infime au langage, tant qu'il reste un bout d'hémisphère gauche intact. Le langage a vraiment colonisé notre cerveau gauche. Cette asymétrie cérébrale où le cerveau gauche prend le contrôle du langage pendant que le droit gère d'autres tâches, c'est la solution élégante de l'évolution pour optimiser l'espace. Et d'ailleurs, la génétique confirme cette logique du bricolage. Le gène FOXP2 en est la preuve éclatante. Le fameux gène de la parole. Découvert au début des années 2000, oui. C'est un gène régulateur essentiel pour le développement des circuits moteurs liés à la parole. Et tu sais quelle est la différence entre la version de ce gène chez un être humain capable de discourir et la version chez un chimpanzé incapable de parler? C'est infime, non? À peine 2 mutations mineures. 2 minuscules modifications sur un code génétique long comme une encyclopédie. L'évolution n'a pas inventé la parole de zéro. Elle a pris un système de contrôle moteur de la mâchoire et du larynx qui existait déjà. Elle a fait un léger réglage de fréquence et soudain, paf, Homo sapiens a eu le larynx descendu et la capacité de moduler des sons complexes. C'est fascinant. Mais cela soulève une autre question importante. La biologie nous a donné le matériel, les aires cérébrales, le larynx, la génétique. Mais comment fonctionne le logiciel? Est-ce que le langage est juste une invention culturelle qu'on se transmet, comme l'agriculture? Ah, le grand débat. Le philosophe Steven Pinker, lui, soutient, dans la lignée de Darwin, que le langage est un instinct. Un instinct. Oui, il s'appuie sur le fait qu'un enfant, dont le nom latin enfant se signifie paradoxalement celui qui ne parle pas, possède dès la naissance une machinerie neuronale précablée qui est prête à absorber n'importe quelle grammaire sans aucun effort conscient. Je dois avouer que j'ai bloqué sur ce point en lisant nos sources. Je veux dire, si c'est un instinct inné, programmé par nos gènes, un peu comme une araignée qui sait intuitivement comment tisser une toile géométrique parfaite dès sa naissance, Oui. pourquoi le petit homme n'est-il aussi dramatiquement vulnérable? Un poulain marche quelques heures après sa naissance. L'enfant humain, lui, y met des années à formuler des phrases complexes et à devenir autonome. Pour un instinct, c'est incroyablement inefficace, non? C'est un paradoxe apparent, c'est vrai, mais il s'explique par un concept biologique crucial, l'altricialité secondaire. C'est un trait évolutif majeur de l'être humain. Pour concilier la bipédie, qui mécaniquement rétrécit le bassin, et un cerveau de plus en plus volumineux, la nature a dû faire un compromis drastique. Lequel? Le bébé humain naît prématurément par rapport aux autres mammifères. Il vient au monde avec un cerveau inachevé, extrêmement malléable. Donc son cerveau finit de grandir à l'air libre, en dehors du ventre de la mère. C'est la clé. Cette longue enfance, cette plasticité neuronale inédite qui dure des années, elle permet au cerveau de se câbler en réponse directe à son environnement.
L'instinct du langage de Pinker, ce n'est pas un programme informatique préinstallé qui se lance tout seul. C'est une potentialité qui nécessite la présence des autres pour s'activer. Ah, je vois. Le cerveau se sculpte par l'interaction sociale, par le regard de la mère, par les bruits de la tribu. L'instinct a impérativement besoin de l'altérité pour éclore. C'est brillant. Le biologique et le social sont totalement intriqués. Et une fois que ce logiciel est lancé, il produit des résultats qui sont hors d'atteinte pour les autres espèces. Le philosophe Karl Popper propose dans nos documents une classification des fonctions du langage qui montre très bien cette escalade. Il définit 4 niveaux. Oui, une hiérarchie très claire. Le premier, c'est la fonction expressive. Le bébé humain pleure parce qu'il a faim, un chien gémit de douleur. Le niveau 2, c'est la fonction de signal. L'oiseau pousse un cri spécifique pour prévenir qu'un aigle approche, ce qui provoque la fuite du groupe. Jusque-là, animaux et humains sont sur le même terrain en fait. La ligne de démarcation se situe juste après. Le troisième niveau, c'est la fonction descriptive. C'est le moment où l'enfant pointe du doigt un objet et demande inlassablement « c'est quoi, c'est quoi ?» La fameuse phase des pourquoi et c'est quoi. Popper appelle cela la fonction mathétique, c'est-à-dire liée à l'apprentissage. On utilise le langage pour représenter une réalité objective, même absente. Et le quatrième niveau, le sommet de cette architecture, c'est la fonction de discussion argumentée. Le tribunal, le débat philosophique, la négociation scientifique. Voilà. Évaluer si une description est vraie ou fausse, argumenter contre une idée abstraite, cela exige de se détacher totalement de l'instant présent et du besoin physique immédiat. Face à cette hiérarchie, le linguiste Noam Chomsky tire une conclusion sans appel. Laquelle? Le passage de la communication animale à ce quatrième niveau humain, ce n'est pas une simple amélioration quantitative. Le singe n'est pas un humain avec un vocabulaire plus restreint. C'est une différence qualitative absolue. Une nouvelle façon pour l'esprit de s'organiser. Et ce saut qualitatif nous amène à l'un des concepts les plus vertigineux de notre dossier, je trouve. C'est une formule lâchée au XIXe siècle par Wilhelm von Humboldt, qui essayait de capturer l'essence de cette machinerie linguistique. Ah, la célèbre citation. Ouais, il a dit que le langage était la capacité de faire, je cite, un usage infini de moyens finis. Quand on y réfléchit, c'est presque mystique comme définition, mais qu'est-ce que la science met derrière cette idée d'infini? Au départ, en lisant, j'ai cru que c'était simplement de la syntaxe mathématique. Les fameuses poupées russes. Voilà, on peut dire « je sais », puis « je sais que tu sais », puis « je sais que tu sais que la pomme est rouge », et on peut empiler ces propositions à l'infini en respectant la grammaire. Beaucoup de théoriciens sont tombés dans ce piège de la récursivité mathématique. Mais le philosophe David Brain, dont les travaux éclairent nos sources, démontre que cette interprétation passe à côté de l'essentiel. Pourquoi? Parce que l'empilement syntaxique n'a aucune valeur réelle. Le cerveau humain sature très vite. Au bout de 4 ou 5 propositions imbriquées, on perd complètement le fil du sens. Ce qui donne sa dimension infinie au langage humain. Ce n'est pas la mécanique de la syntaxe, c'est sa flexibilité sémantique. La flexibilité sémantique, c'est-à-dire la capacité d'adapter le sens des mots. Prenons le dictionnaire d'une langue. C'est un objet fini, on est d'accord. Il contient un nombre limité de mots. Oui, Pourtant, face à une situation radicalement nouvelle, un événement imprévu qui n'a jamais existé auparavant, l'esprit humain est capable de puiser dans ce stock fini et de générer une phrase inédite qui décrira parfaitement la nouveauté. L'animal, lui, répond à des situations fixes par des signaux fixes. alors que l'humain, L'être humain répond à l'imprévu infini du monde par des combinaisons sémantiques infinies. C'est une capacité holistique, globale. Sapiens utilise tout le système simultanément. j'adore cette distinction. En fait, c'est la différence entre des briques de construction et de la peinture. C'est-à-dire ? Utiliser la syntaxe récursive, empiler des règles de grammaire, c'est comme empiler des briques Lego. On peut faire une tour infinie, mais ça reste des briques, c'est froid, mécanique, et au bout d'un moment, la tour s'effondre. C'est vrai. Alors que la flexibilité sémantique dont parle Humboldt, c'est plutôt d'avoir sur sa palette de peintre quelques couleurs primaires bien définies. Ce sont nos moyens finis. Mais avec l'intelligence humaine, on peut mélanger ces quelques couleurs pour produire des millions de nuances inédites, pour capturer avec précision la lumière du moment ou une émotion foudroyante. C'est l'image parfaite pour comprendre la subtilité du système. Et pour clore cette exploration sur des bases solides, il est crucial d'utiliser les bons outils conceptuels pour désigner ce dont on vient de parler.
Les experts distinguent 3 niveaux fondamentaux. On t'écoute. Le premier, c'est le langage avec un grand L au sens large. C'est la faculté générale de communiquer, qui inclut aussi bien les panneaux de signalisation que la danse de notre abeille. Ensuite, la langue. C'est le système spécifique, le code social et historique, comme le français ou le mandarin, avec ses fameux moyens finis. Et le troisième? La parole. La parole, c'est l'acte individuel, c'est l'intelligence en action qui s'empare de la langue pour créer ce sens infini face au monde. Alors, que signifie tout cela au final, si l'on repense au voyage conceptuel de notre analyse d'aujourd'hui? Nous sommes partis d'une humanité orgueilleuse, barricadée derrière le mur de Descartes, regardant les animaux comme de simples rouages mécaniques. Mhm. Puis, la science nous a forcés à regarder nos propres racines. L'évolution n'a rien sorti d'un chapeau magique. Elle a pris des aires motrices de primates, elle a repoussé nos zones visuelles dans un coin du crâne, elle a modifié 2 petits morceaux du gène FOXP2 et elle nous a fait naître prématurés, immatures, pour que la société sculpte nos synapses. C'est un bricolage biologique. Un bricolage fait de moyens extrêmement finis, oui, mais qui a fait jaillir une étincelle conceptuelle sans aucune limite. Le triomphe de l'évolution humaine, finalement, c'est d'avoir généré une biologie capable de s'affranchir de ses propres limites biologiques grâce à la pensée. C'est une conclusion qui change vraiment la perspective sur nos vies quotidiennes. Pour ceux qui nous écoutent, la prochaine fois qu'un message rapide est tapé à la hâte sur un écran ou qu'un enfant bombarde ses parents de « Pourquoi le ciel est bleu » ou « Pourquoi la lune nous suit ?», il est fascinant de se rappeler la profondeur de ce moment. Ce n'est pas juste du bruit. Non, c'est le résultat de millions d'années d'ajustements génétiques et anatomiques. C'est la signature même de notre espèce. Une signature qui nous permet de redéfinir continuellement notre réalité. Ce qui soulève une dernière question vertigineuse, une piste de réflexion pour l'avenir. Si notre esprit possède cette incroyable flexibilité sémantique pour décrire le réel, que se passe-t-il lorsque nous essayons de décrire l'indescriptible? Ah, grande question. Face au mystère de l'univers, au trou noir, à la conscience elle-même, est-ce que ce sont nos mots, qui sont malgré tout limités, qui finiront par restreindre ce que notre cerveau est capable d'imaginer? Ou bien est-ce la puissance de notre imagination qui, mise au pied du mur, finira invariablement par faire éclater la langue pour la forcer à inventer de nouvelles nuances? C'est une réflexion passionnante à garder en tête lors de votre prochaine grande discussion.